avec une hypoglycémie moins de 0,70 jusqu'à 0,55, 55, oui, et moins de 1 quart d'heure par jour avec une glycémie moins de 0,54. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un peu de silence? Pour l'hyperglycémie, donc c'est moins de 1 heure par jour avec une hyperglycémie supérieure à 250 mg par litre et moins de 6 heures avec une glycémie comprise entre 1,80 g et 2,50 g. Il faut savoir que chaque augmentation de 5% du timing range est associée à des avantages cliniquement significatifs pour les adultes atteints, que ce soit de diabète de type 1 ou de diabète de type 2. Rappelez-vous, un abaissement de 1% d'HbA1c, puisqu'on a comme avantage sur les complications. Pareil pour le timing range, s'il y a un gain de 5%, donc on a des avantages cliniques. Donc là, c'est l'étude IPAD, donc insulinisation du patient diabétique de type 2 non contrôlé sous antidiabétiques oraux. C'est une étude algérienne du professeur Khalfa Mayahmoud, donc publiée en 2017, donc où nous avons ces résultats. 50% des patients diabétiques de type 2 sous insuline basale ont une glycémie à jeun et une HbA1c non contrôlée. Vous voyez ici, donc tout ce qui est au-delà de cette ligne-là, c'est des HbA1c plus de 7%. En dessous, c'est des HbA1c moins de 7%. De ce côté-là, c'est des glycémies à jeun plus de 1,30 g. Et de l'autre côté, des glycémies à jeun moins de 1,30 g. Donc 50% des diabétiques de type 2 ont une insuline, sous insuline basale, ont une glycémie à jeun et une HbA1c non contrôlée. C'est ça. Donc une HbA1c plus de 7%, une glycémie à jeun plus de 1,30 g et 27% ont une hyperglycémie résiduelle. Voilà, donc ça sous-entend qu'il y a une insuffisance d'optimisation de la dose de l'insuline basale. Si vous avez des glycémies à jeun qui dépassent les 1,30, ça veut dire donc là que les patients ne sont pas contrôlés sur le plan glycémie à jeun. Et quels sont ces freins pour une meilleure optimisation de la titration de l'insuline? Alors, vous avez la variabilité intra-individuelle du glucose. Donc ça, c'est des facteurs liés au patient. L'hypoglycémie, la peur de l'hypoglycémie de la prise de poids. Donc ça, c'est des problèmes auxquels vous êtes confrontés en pratique courante. C'est la hantise, que ce soit des praticiens ou des patients. C'est la peur de l'hypoglycémie et le risque de prise de poids. Et bien sûr, des doses sous-optimales et un arrêt précoce du traitement. Là, c'est ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique. Donc, l'inertie thérapeutique joue un rôle important dans le retard à l'intensification du traitement du diabète. Comme vous le voyez bien sur cette slide, donc il y a un retard d'environ 3 ans pour passer à un ADO en cas d'échec de la monothérapie. Environ 7 ans pour l'intensification vers un deuxième ADO et environ 7 ans pour l'initiation de l'insuline, regardez. Donc environ 7 ans pour initier le patient à l'insuline lors d'un échec aux ADO et environ 4 ans pour l'intensification du schéma insulinique. Il faut savoir que le traitement à l'insuline consiste en 2 périodes distinctes. Chacune présente un risque potentiellement différent d'hypoglycémie. Vous avez la phase d'initiation et de titration, puis la phase de maintenance. La phase d'initiation et de titration, c'est la période de titration dans les essais cliniques est généralement définie entre 8 comme les 8 à 12 premières semaines suivant l'initiation de l'insuline. La période de maintenance, c'est la période d'entretien qui est définie comme la période pendant laquelle la dose d'insuline est maintenue stable. Sauf si un ajustement posologique est nécessaire pour des raisons de sécurité, par exemple quand il y a un risque accru d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, la peur de l'hypoglycémie est une bonne raison pour la titration prudente. Rappelez-vous, c'est la peur bleue des médecins et des patients. Donc c'est une bonne raison pour la titration prudente. De nombreux patients ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs glycémiques après avoir
commencer l'insulinothérapie en partie à cause du manque de titration de l'insuline basale. D'ailleurs, lors de prescription, donc quand on prescrit une insuline pour la première, une insuline basale pour la première fois, il ne faut pas se limiter dans votre prescription à la dose de sortie, par exemple, ou bien à la dose initiale de votre patient de 10 unités. Nous, c'est ce qu'on fait en pratique, on met des doses supérieures, parce qu'on sait bien qu'on sera amené à titrer cette dose d'insuline. Comme le montre aussi cette slide, donc comme vous le voyez bien, donc là c'est la période d'initiation, vous voyez donc il y a un doublement des doses d'insuline, donc de 0 à 2 semaines, ça sous-entend les 3 premiers mois, il y a une augmentation de 150% des doses d'insuline. C'est la phase de l'initiation et de la titration. Puis survient la phase de maintenance, c'est la phase de maintenance où les doses d'insuline basale est stable, comme vous le voyez aussi sur la droite de la slide. Donc là, ça c'est au début, à l'initiation, là c'est à la titration, et là c'est à la fin, donc la phase de maintenance. Vous voyez que les doses d'insuline ne sont pas très importantes à la fin, entre la phase de titration, à la fin de la titration, je dis bien, et la phase de maintenance. La réponse glycémique, il faut savoir que la réponse glycémique au cours des premières semaines du traitement par l'insuline basale est un prédicteur du contrôle glycémique à moyen et à long terme. Alors, comme le montre aussi cette méta-analyse, donc les différentes études réalisées en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis, donc on vous dit higher risk of not achieving target ANC at 24 months if it is not achieved at 3 months. Ça veut dire, donc on a des difficultés à atteindre un équilibre glycémique à 24 mois s'il n'a pas été atteint au cours des 3 premiers mois. D'où l'importance de faire une bonne titration de votre insuline basale et obtenir un bon équilibre glycémique qui sera durable dans le temps. Voilà, c'est de même pour la survenue des hypoglycémies. On vous le dit, l'hypoglycémie au cours des 3 premiers mois suivant l'initiation de l'insuline basale est prédictive du risque hypoglycémique à long terme au cours des 3 à 24 mois suivants. La nouvelle génération d'analogues de l'insuline à action prolongée cherche à s'améliorer encore sur de nombreuses caractéristiques de l'insuline basale qui comprend un risque minimal d'induire des hypoglycémies. À cause de ces hypoglycémies, majoritairement à cause de ces hypoglycémies, donc on enregistre que 61% des patients ont arrêté leur insuline au bout de 3 mois d'initiation du démarrage du traitement. Et 82% des patients l'ont arrêté au bout d'une année. Regardez, donc 60% des malades l'ont arrêté au bout de 3 mois et environ 80% des patients l'ont arrêté au bout d'une année du traitement. La plupart des avantages de l'insuline glargine 100, donc on va parler des insulines glargine, puis des insulines de la deuxième génération. Donc la glargine 100 dans la réduction de l'incidence et du taux d'hypoglycémie versus un pH survenu au cours des 12 premières semaines, vous le voyez bien. Donc, que ce soit pour les hypoglycémies globales ou les hypoglycémies nocturnes, donc les résultats sont en faveur de l'insuline glargine par rapport comparativement à l'insuline MPH. Doit-on s'arrêter là sur le chemin de l'innovation? Eh bien non. Donc là, on a les insulines de deuxième génération. Donc la glargine, donc là c'est des études qui ont comparé la glargine 300 à la glargine 100. Donc c'est des différentes études éditions. Les résultats sur le contrôle glycémique HbA1c étaient similaires, comme vous le voyez bien. Donc le gazole d'HbA1c n'était pas significatif pour la glargine 300 comparativement à la glargine 100. Néanmoins, il y a eu un gain sur les hypoglycémies. Comme vous le voyez bien, donc l'insuline glargine 300 expose un profil plus stable avec plus faible variabilité comparé à la glargine 100.
Et qui dit moins de variabilité glycémique, moins de risque hypoglycémique. Là, c'est le programme des études d'édition, donc la méthodologie, donc c'est des études qui ont comparé la glargine croissant, voilà, associée aux ADO ou d'autres insulines bronchiales, à la glargine 100, pareil, associée aux ADO ou l'insuline bronchiale. Donc la glargine croissant a montré les résultats de ces études. Donc la glargine croissant a montré la réduction constante de l'hypoglycémie confirmée à tout moment. Ça veut dire des hypoglycémies durant les 24 heures. Donc vous voyez, les résultats sont en faveur de la glargine croissant comparativement à la glargine 100. Voilà, que ce soit pour les hypoglycémies à moins de 0,70, que ce soit pour les hypoglycémies à moins de 0,54. De même, pour les hypoglycémies nocturnes, la glargine croissant a montré une réduction constante de l'hypoglycémie confirmée, donc l'hypoglycémie nocturne confirmée. Qu'en est-il maintenant des doses de l'insuline? Donc les doses d'insuline, on a nécessité plus de 12% par rapport à la dose de l'insuline glargine. Et qui dit plus de doses d'insuline, on s'attend à soi-disant avoir une prise de poids plus importante avec la glargine croissant. Eh bien non, donc on a constaté une réduction de moins de 28%, moins de 0,280 grammes sur le poids. Et à votre avis, pourquoi on n'a pas eu plus de prise de poids? Parce que c'est des patients qui ne font pas plus d'hypoglycémie. Qui dit hypoglycémie, resucrage, apport en hydrate de carbone et prise de poids. Donc, récapitulons la première partie de notre présentation. Donc, la période d'initiation est importante pour les résultats à long cours. Rappelez-vous, que ce soit pour le contrôle glycémique, que ce soit par rapport au risque hypoglycémique. La majorité de la titration et de la réponse glycémique se sont produites pendant la période d'initiation, au cours des 12 premières semaines. L'hypoglycémie, particulièrement pendant la période de titration, peut avoir un impact sur l'atteinte du contrôle glycémique. L'insulinothérapie efficace atteint l'équilibre délicat du contrôle glycémique avec un risque plus faible d'hypoglycémie, particulièrement pendant la période de titration. Maintenant, quelle est la contribution de la glycémie postprandiale et la glycémie à jeun sur le taux d'HbA1c? Et il faut savoir, plus on se rapproche de l'équilibre d'HbA1c de 7%, il y a la part de la GPP qui prend le dessus sur la glycémie à jeun. Voilà, donc à moins 7,3%, il y a plus de 70% de contribution de la GPP à l'élévation de la glycémie à jeun. Là, c'est des recommandations à date 2003 quant à l'initiation de l'insuline et à l'intensification. Ça, il n'y a pas eu de grand changement, donc c'est des notions déjà acquises. Donc, lors d'échecs aux ADO, donc on pense donc à initier par une basale, et en cas d'échec de la basale, donc on met une rapide au moment du repas le plus hyperglycémiant de la journée, c'est ce qu'on appelle le basal plus. Une insuline basale associée à une insuline rapide. Et en cas d'insuffisance de réponse thérapeutique à ce schéma basal plus, on procède donc au schéma d'intensification de ce schéma thérapeutique, basal de plus et voire un basal bolus. Juste pour l'initiation, donc ce qui est recommandé, là c'est des données de la littérature, mais je sais qu'en pratique vous pouvez commencer par une dose plus importante. On vous dit dans 4 unités par jour, soit à peu près 10% de la dose de la basale à mettre au repas le plus hyperglycémiant de la journée. Deux situations d'intensification, ce sont l'insuffisance de la basale. C'est quoi l'insuffisance de la basale? Ce sont des GPP qui deviennent importantes, plus de 1,80 g, en particulier lorsque la glycémie à jeun est à l'objectif
mais non l'HDLC malgré 3 à 6 mois de titration de l'insuline basale. La deuxième situation, c'est l'échec de la basale. C'est une augmentation de la glycémie à jeun et des GPP malgré de fortes doses de l'insuline basale quand ça dépasse 0,5 unités kilo par jour. Il faut penser à cette situation parce qu'on a tendance parfois à augmenter arbitrairement les doses de l'insuline basale et on ne pense pas à l'intensification et on se dit peut-être que c'est une insuffisance de réponse à la basale, alors que ce n'est pas le cas, c'est un échec de la basale. Il faut penser à l'intensification du schéma thérapeutique. Des preuves sur le lien entre la GPP et la mortalité cardiovasculaire, là, c'est différentes études qui ont montré l'impact négatif de la GPP sur le statut cardiovasculaire du patient diabétique. Donc la première étude d'Ecode en 1999 qui a démontré que l'hyperglycémie postprandiale est associée à une augmentation du risque de mortalité indépendamment de la glycémie à jeun. La deuxième étude a montré que l'hyperglycémie postprandiale double le risque de mortalité. L'autre étude, donc l'intolérance au glucose non la glycémie à jeun est un facteur de risque cardiovasculaire. L'autre étude aussi, l'hyperglycémie postprandiale augmente de 2,5 fois le risque de mortalité cardiovasculaire. L'étude, l'avant-dernière étude, l'hyperglycémie postprandiale est associée à un risque cardiovasculaire et pas à la glycémie à jeun. En fait, c'est des résultats qui ont montré l'impact de la GPP, négatif de la GPP sur la mortalité cardiovasculaire. Voilà, donc là c'est, selon le niveau de la glycémie à jeun, vous voyez, plus la glycémie postprandiale est élevée, plus il y a un risque élevé d'infarctus du myocarde et de mortalité, contrairement à la glycémie à jeun où les résultats n'étaient pas significatifs. Là, c'est la première étude qu'on a vue sur le tableau, c'est l'étude d'Ecode. Donc, compte tenu des résultats qu'on vient de voir, regardez, donc plus la glycémie, la GPP est élevée, plus il y a un risque d'augmentation des complications cardiovasculaires. De même pour l'étude, donc c'est les mêmes études. Voilà. Donc l'impact de l'hyperglycémie postprandiale et les complications associées, il faut savoir que la GPP est associée à une augmentation des maladies, de la complication macrovasculaire. Elle augmente l'épaississement de l'intima média au niveau des carotides et diminue la perfusion myocardique. Elle augmente la dysfonction diastolique du ventricule. Elle augmente la stress oxydatif, elle augmente les marqueurs de l'inflammation, elle augmente le risque de rétinopathie et bien sûr aussi le risque du cancer du pancréas. Donc là, c'est sur le plan physiopathologique et dans l'impact de la GPP. Donc il faut savoir que les fluctuations glycémiques, que ce soit l'hyperglycémie postprandiale ou la diminution glycémique rapide, c'est incriminé aussi dans le cas des situations d'hypoglycémie. Il y a une augmentation des radicaux libres, augmentation du stress oxydatif, ce qui contribue à un état pro-inflammatoire, à un dysfonctionnement endothélial et un état prothrombotique, ce qui est toxique pour les vaisseaux. Donc un paramètre essentiel dans la genèse des complications vasculaires dans le diabète de type 2, donc l'hyperglycémie postprandiale est toxique par des réactions de glycation qui altèrent la structure des protéines, de la paroi vasculaire, du globule rouge et du LDL et HDL cholestérol. Donc, on vous le dit chez le diabétique, donc on a ce qu'on appelle des LDL petites et denses qui sont très athérogènes. À l'origine d'un stress oxydatif, formation de radicaux libres impliqués dans le développement de l'athérosclérose, et bien sûr associé à une hypercoagulation transitoire, c'est ce qui prédispose à des accidents vasculaires et responsable d'une altération de la dysfonction endocrinale. Les stratégies basales bolus, on l'a vu, donc l'initiation par une basale. En cas d'insuffisance de la basale, optez pour l'intensification du traitement par éventuellement par une rapide type basale plus, par la suite basale de plus, jusqu'à arriver au basal bolus. Là, c'est la cinétique de dissociation de l'exémer des insulines à action rapide. Vous le voyez sur cette slide. Là, pour
la glulisine, donc elle n'est pas associée, donc elle n'a pas de zinc, ce qui lui confère une libération plus rapide des monomères d'insuline. On va conclure avec l'étude Diana Jizawa. C'est une étude japonaise qui a été publiée en 2014. Donc, il y a pour objectif de switcher les schémas multi-injection, glargine et autres rapides vers la glargine et la glulisine. Donc, on va switcher l'insuline rapide du patient par l'insuline glulisine. Donc, et on va vérifier s'il y a une amélioration du contrôle glycémique, des lésions vasculaires. Donc, on va étudier la variation des biomarqueurs cardiovasculaires et la satisfaction du patient. Donc là, c'est la méthodologie de l'étude. C'est une étude prospective ouverte de 24 semaines qui a intéressé 59 patients diabétiques, réalisée dans la ville de Sapporo, donc en Japon. Donc, comme insuffisance du contrôle diabétique, on a retenu une HbA1c supérieure à 6,2%. Donc, dans les protocoles de l'étude, on cherchait à apaiser l'HbA1c à moins de 6,2%. Donc, traité par un basal combinant une insuline glargine et une insuline action courte, que ce soit l'Aspart, l'Espro, insuline humaine, pendant au moins 8 semaines. Tous les patients ont été switchés vers la glulisine, dose pour dose bien sûr. Par la suite, on a procédé à la titration des doses de l'insuline glargine et de l'insuline glulisine. Quels étaient les résultats de cette étude? Donc, on a montré une réduction de 0,3% sur l'HbA1c, donc un gain de 0,3%. Pour les marqueurs cardiovasculaires, les biomarqueurs cardiovasculaires, on a noté une diminution de ces biomarqueurs, donc avec un P significatif à moins de 0,05. Conclusion, l'étude Diana Jizawa suggère que la thérapie combinée de la glargine et glulisine pourrait montrer une efficacité supérieure dans le contrôle glycémique. On a vu un abaissement de 0,3% sur l'HbA1c, la prévention des lésions vasculaires, l'amélioration de la satisfaction des patients diabétiques. L'hyperglycémie postprandiale, donc en résumé, pourquoi faut-il s'en préoccuper de cette GBT? Car l'hyperglycémie postprandiale va promouvoir ou aggraver l'élévation de la glycémie à jeun et donc de l'équilibre glycémique global. La période postprandiale couvre 50% du nictimère et contribue de manière importante à l'équilibre glycémique de la journée. L'hyperglycémie postprandiale est clairement reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Donc il faut contrôler cette GPP, cette hyperglycémie postprandiale, bien sûr tout en prenant les autres facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir un contrôle lipidique, un contrôle de l'hypertension artérielle, etc. Et je vous remercie.